Et si, pour la première fois de l'histoire, l'Afrique devenait véritablement intouchable? Imaginez un continent où nul avion étranger, nulle armée d'ailleurs, n'oserait plus jamais menacer une nation africaine. Ce scénario, longtemps considéré comme utopique, semble aujourd'hui franchir la frontière de la fiction pour devenir une possibilité tangible, une réalité qui s'impose dans l'imaginaire collectif et qui, petit à petit, s'invite dans les discussions géopolitiques les plus sérieuses. Le 19 septembre 2025, le capitaine Ibrahim Traoré a fait trembler la planète. Sa déclaration « Nous devons avoir l'arme nucléaire » n'est pas une simple provocation. Elle est l'aboutissement d'un ressentiment séculaire, d'une volonté farouche de rupture, l'aveu public d'un programme secret, méthodiquement mené par le Burkina Faso. Derrière l'annonce, un plan structuré se dessine. Des centres de recherche enfouis dans la latérite, des scientifiques burkinabés formés dans les universités de Moscou et de Téhéran, une technologie importée grâce à des alliances discrètes et risquées avec la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et la Chine. À la clé, la promesse d'un renversement complet des rapports de force sur le continent africain. Ces partenariats clandestins, tissés dans l'ombre, bouleversent l'équilibre hérité de la colonisation. L'objectif affiché n'est pas l'agression, mais la dissuasion absolue, rendre toute intervention étrangère, toute velléité de changement de régime définitivement impossible. Le message, plus jamais l'Afrique ne sera vulnérable à une frappe ou à un chantage nucléaire, ni à la brutalité des coalitions venues d'ailleurs. Mais cette course à l'atome est un pari colossal, un saut dans l'inconnu. Si le Burkina Faso échoue, l'Afrique reste sous la coupe des puissances étrangères, exposée au pillage et à la violence, comme la Libye en 2011 ou l'Irak en 2003. Mais en cas de réussite, c'est l'ordre mondial qui vacille. Pour la première fois, l'Afrique pourrait imposer le respect, non plus par la seule diplomatie, mais par la force de la dissuasion nucléaire. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce choix atomique dépasse-t-il la simple ambition militaire? Pour comprendre, il faut remonter le fil de l'histoire, sur près de 5 siècles d'humiliation, d'ingérence et de lutte, et examiner la logique stratégique d'un continent qui refuse désormais de plier. Tout commence par une blessure historique profonde, une cicatrice gravée dans la mémoire collective du continent. Pour saisir l'ampleur de cette révolution, il faut regarder en face l'héritage laissé par l'histoire coloniale et ses séquelles. Pendant plus de 500 ans, l'Afrique a subi invasion, esclavage, pillage et guerre par procuration. Les puissances étrangères ont dessiné les frontières, imposé leurs lois et décidé du sort des peuples africains. Pourquoi, en l'an 2025, le Burkina Faso, et derrière lui l'Afrique entière, s'engage-t-il dans une course aussi périlleuse que celle de la bombe atomique? C'est que le passé récent pèse lourd sur chaque décision. À chaque génération, le continent porte les stigmates de désastres orchestrés de l'extérieur. Prenons la Libye de Mouammar Kadhafi. Privée de dissuasion nucléaire après avoir abandonné son programme sous la pression occidentale, elle a été pulvérisée en 2011 par les bombes de l'OTAN. Son dirigeant, assassiné, son pays plongé dans le chaos. L'Irak de Saddam Hussein, soupçonné à tort de posséder des armes de destruction massive, a été envahi en 2003, son régime détruit, ses institutions démantelées, le pays livré à l'instabilité chronique. L'Afghanistan, la Syrie, autant de nations privées d'armes atomiques, autant d'États ruinés, leurs dirigeants éliminés, leur souveraineté foulée aux pieds sous couvert de paix. Cette succession de tragédies a forgé une certitude dans l'esprit des dirigeants africains. Sans armes nucléaires, aucun pays ne sera jamais véritablement maître chez lui. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, la leçon est implacable. Tant qu'aucun pays africain ne détient la bombe, aucun n'est véritablement souverain. L'arme nucléaire n'est pas une question de prestige, mais de survie politique. Seule cette force interdit que les dirigeants africains soient renversés au gré des intérêts étrangers. Prenez la Corée du Nord. Depuis qu'elle possède l'arme atomique, aucune armée occidentale n'a osé franchir sa frontière. Pas d'invasion, pas de coup d'État. Juste des négociations, dures, tendues, mais d'égal à égal. L'existence même de la bombe impose le respect,
même face aux plus puissants. L'Iran, quant à lui, a pu obtenir des négociations directes avec les États-Unis, précisément parce qu'il s'est approché du seuil nucléaire. Sur ce modèle, une doctrine nouvelle naît en Afrique. Pour le Burkina Faso et ses alliés, la bombe atomique devient la seule assurance contre l'humiliation, la seule garantie d'une indépendance réelle. Il ne s'agit pas d'attaquer, mais d'empêcher quiconque d'imposer sa loi à l'Afrique, par la menace ou la force. L'urgence est palpable. Le temps presse, car chaque jour qui passe expose le continent à de nouveaux risques. Si rien ne change, les interventions étrangères continueront d'étouffer toute aspiration à la souveraineté, condamnant les peuples africains à voir leurs ressources pillées, leurs chefs abattus, leur destin confisqué encore et encore. Traoré sait que cette décision place le Burkina Faso au centre d'un cyclone géopolitique. Mais il croit qu'il n'y a plus d'autre choix si l'Afrique veut peser sur son propre avenir. Il s'inspire de l'exemple de la Chine, qui, après avoir subi le siècle d'humiliation, n'a retrouvé sa place de grande puissance qu'en devenant elle-même une puissance nucléaire. Le pari de Traoré est d'une audace inouïe. Transformer le Burkina Faso, modeste pays enclavé, en puissance nucléaire indépendante. Ce projet inédit menace de rebattre toutes les cartes, en Afrique comme sur la scène mondiale. Mais comment un État longtemps ignoré se retrouve-t-il soudain au centre du jeu nucléaire? Tout part d'un trésor enfoui, l'uranium. Le Burkina Faso possède plus de 5000 tonnes prouvées, et on soupçonne des dizaines de milliers de tonnes dormantes sous la terre rouge de la savane. Grâce à la nationalisation, chaque gramme devient un bien inaliénable, arraché à la voracité des multinationales et réservé au programme national, au lieu d'être bradé à l'étranger comme ce fut le cas pendant des décennies, au Niger ou au Gabon. Traoré orchestre une montée en puissance totale. L'État contrôle toute la chaîne, extraction, purification, puis enrichissement de l'uranium jusqu'au seuil militaire. En secret, des ingénieurs s'activent à concevoir des armes, des ogives miniaturisées, des vecteurs capables de garantir une dissuasion absolue. Ce n'est plus un rêve. C'est une course industrielle menée tambour battant, avec une discipline de fer et un silence de plomb. Pour comprendre l'ampleur de la tâche, il suffit de regarder l'exemple du Pakistan. Dans les années 70, ce pays pauvre et isolé a construit, en 10 ans, un programme nucléaire complet face à la menace indienne, malgré la pression internationale. Le Burkina Faso s'inspire de cette expérience, tout en l'adaptant à la réalité africaine. Mais le Burkina Faso ne joue pas seul. En coulisses, il s'appuie sur des partenaires inattendus. La Russie fournit centrifugeuses avancées, plans de réacteurs, et surtout, forme des dizaines de jeunes scientifiques burkinabés dans ses instituts. Moscou transmet l'art de sécuriser des installations dignes des grandes puissances et partage l'expérience accumulée depuis le temps de l'URSS. Quand Moscou atteint ses limites, l'Iran prend le relais. Téhéran partage son expertise sur la centrifugeuse IR6, technique clé pour enrichir rapidement. Il transmet aussi les secrets de la miniaturisation des ogives, acquis au fil de décennies de confrontation avec l'Occident. Des ingénieurs burkinabés s'initient à la clandestinité dans les laboratoires iraniens, accélérant chaque étape tout en échappant au regard des agences internationales, à la manière de l'opération israélienne Plomb durci ou des sabotages menés contre le programme iranien. Pyongyang, lui, ajoute une brique essentielle. Les Nord-Coréens enseignent l'art des forteresses souterraines, des bunkers et la protection anti-sabotage, mais aussi la technologie des missiles à longue portée. Ils livrent plans et équipements pour que la menace burkinabé s'étende bien au-delà de l'Afrique, jusqu'aux rives de la Méditerranée. La Chine, en coulisses, s'impose comme chef d'orchestre logistique. Systèmes de livraison, véhicules lanceurs, satellites de communication et pièces critiques transitent discrètement entre l'Asie et l'Afrique. Pékin verrouille la chaîne d'approvisionnement, évitant tout embargo fatal en s'appuyant sur son expérience dans les routes de la soie contemporaine. Sur le terrain, la métamorphose est saisissante, mais invisible pour l'œil non averti. Dans des complexes ultra-secrets, des centrifugeuses IR6 tournent déjà. Un réacteur expérimente la production de plutonium. Sous terre, des équipes testent différents modèles de têtes et de détonateurs.
Des tunnels relient les sites sensibles, protégeant matières fissiles et cerveaux du programme contre toute pénétration étrangère, à la manière des installations de Fordow ou de Natanz en Iran. Grâce à ces alliances, le Burkina Faso maîtrise désormais l'enrichissement à usage militaire, la production de plutonium, et vise la construction de centres ogives, assez pour imposer une dissuasion totale à tout le continent africain. Cette ambition rappelle l'exemple israélien, où la dissuasion repose sur l'ambiguïté et la multiplication des vecteurs. Mais la partie reste incertaine. Si le plan réussit, le Burkina Faso se dote d'un bouclier quasi infranchissable. Plus jamais une armée étrangère n'osera menacer sa souveraineté. Mais l'échec l'exposerait à l'isolement, au sabotage ou à des frappes préventives qui pourraient tout anéantir, comme ce fut le cas pour le réacteur Osirak en Irak, détruit par Israël en 1981. Or, posséder la bombe n'est qu'un début. La vraie question s'impose. Comment le Burkina Faso peut-il garantir une riposte crédible pour rendre toute attaque occidentale suicidaire? La réponse se construit dans l'ombre, là où la dissuasion ne tient pas seulement à la bombe, mais à sa capacité d'atteindre n'importe quel adversaire. C'est ici que le programme franchit une nouvelle frontière et que la tension atteint son paroxysme. Dissuader, menacer, inspirer, le Burkina Faso forge sa propre doctrine nucléaire, inédite sur le continent africain. Ici, pas de course à l'armement insensé, mais une stratégie minimaliste et chirurgicale. L'objectif se limite à la possession de 10 à 20 têtes nucléaires, réparties intelligemment pour garantir la capacité de seconde frappe. Cela signifie que, même face à une attaque massive, aucun adversaire ne pourrait anéantir d'un seul coup la riposte burkinabé. Pour rendre cette menace crédible, Ouagadougou mise sur la diversité des moyens de livraison. Des missiles balistiques de courte, moyenne et longue portée, capables d'atteindre jusqu'à 3000 km, soit l'Europe du Sud et la Méditerranée. Des avions adaptés pour larguer des bombes nucléaires, des drones furtifs capables de traverser les défenses, des sous-marins silencieux dans le golfe de Guinée, des camions et plateformes mobiles, même des mines nucléaires enfouies sur des axes stratégiques. Chaque vecteur multiplie les angles d'attaque, rendant toute neutralisation totale impossible. La liste des cibles potentielles est soigneusement élaborée pour maximiser l'effet dissuasif. Bases militaires occidentales au Sahel, capitales européennes, ports majeurs, centres économiques. Le message est clair. Toute agression contre le Burkina Faso ou ses alliés entraînerait des pertes inacceptables pour l'assaillant, qu'il soit occidental ou africain. C'est l'application du coussin de sécurité nucléaire, inspiré des grandes puissances, mais adapté au contexte africain. Le commandement de l'arsenal devient alors une priorité vitale. Des bunkers ultra renforcés voient le jour sous Ouagadougou et dans le nord, équipés de systèmes de communication cryptés, autonomes et de procédures de délégation d'autorité. L'idée ? Empêcher qu'une frappe surprise ne paralyse la riposte nucléaire. Certains analystes évoquent même des dispositifs de riposte automatique, capables de lancer les missiles en cas de perte de contact avec le commandement, à la manière du système soviétique Perimeter. Ce bouleversement n'est possible que grâce à de nouveaux partenariats. La doctrine burkinabé prévoit un partage de technologies, de savoir-faire et de doctrines avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Cela implique l'accès à des systèmes de missiles avancés, à la formation scientifique, à l'ingénierie nucléaire, mais surtout, l'assurance d'un soutien stratégique en cas de crise. Pour la première fois, l'Afrique s'invite à la table des puissances nucléaires. Le calendrier est audacieux. Les services de renseignement estiment le premier essai nucléaire burkinabé possible dès l'an 2027. L'enrichissement d'uranium, la formation de physiciens, l'importation de technologies progresse rapidement, malgré les menaces et sanctions occidentales. Mais cette révolution ne saurait se limiter aux frontières du Burkina Faso. Son exemple pourrait déclencher une vague de prolifération. L'Afrique du Sud, qui avait déjà secrètement construit plusieurs bombes dans les années 80 avant de les démanteler, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, tous capables de suivre la même voie. Une ère nouvelle s'annonce, celle d'une dissuasion nucléaire africaine, multilatérale, où chaque puissance régionale chercherait à garantir sa propre sécurité atomique.
Le pari est immense. Si le Burkina Faso réussit, tout le continent pourrait enfin accéder à une souveraineté réelle et mettre fin au chantage militaire occidental. Mais la victoire pourrait aussi entraîner une course aux armements incontrôlés, comme ce fut le cas entre l'Inde et le Pakistan, une compétition régionale explosive et une réaction occidentale d'une violence inédite contre les États africains perçus comme menaçants. Mais la stratégie du Burkina Faso ne s'arrête pas à la simple accumulation de têtes nucléaires. Ce sont les choix d'alliance, la façon d'orchestrer la communication et la gestion du choc international qui détermineront la suite. En quoi la révolution nucléaire burkinabé change-t-elle concrètement la vie de chaque Africain et l'avenir du continent tout entier? D'abord, c'est la question de la souveraineté qui s'impose. Avec la dissuasion nucléaire, il ne serait plus possible d'imposer un changement de régime, ni d'assassiner impunément un dirigeant africain, sans faire peser des risques colossaux sur l'agresseur. Le Burkina Faso, et peut-être bientôt d'autres nations africaines, ne seraient plus vulnérables face aux raids aériens, opérations secrètes ou ultimatums militaires venus d'Occident. C'est la fin du chantage. L'Afrique pourrait décider pour elle-même, sans crainte permanente d'une intervention étrangère. Ce basculement transformerait aussi la place de l'Afrique sur la scène internationale. Doté de l'arme nucléaire, le Burkina Faso passerait du statut de nation dominée à celui d'acteur incontournable. Les grandes puissances seraient forcées de négocier, non plus d'imposer leur volonté. Imaginez un siège africain permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, obtenu non par compassion mais par besoin stratégique. Les rapports de force changeraient, donnant davantage de respect et de poids à chaque négociation menée par l'Afrique. Mais l'impact le plus profond serait sans doute d'ordre psychologique. Depuis plus de 5 siècles, l'Afrique vit sous la menace d'une intervention militaire étrangère, d'un bombardement, d'un coup d'État orchestré de l'extérieur. Posséder l'arme nucléaire, c'est rompre ce cycle d'humiliation. C'est une libération mentale collective qui efface le complexe d'infériorité stratégique et insuffle une nouvelle confiance. L'image de l'Afrique, dans le regard du monde, comme dans celui de ses propres enfants, en serait radicalement transformée. Cette souveraineté retrouvée ouvrirait la voie à des alliances inédites. Le Burkina Faso ne serait plus isolé. Il pourrait rejoindre un bloc anti-hégémonique, bénéficier du parapluie nucléaire de partenaires stratégiques comme la Russie, la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord. Une coopération sud-sud plus équitable deviendrait accessible, avec le partage de technologies, de formations et de stratégies de défense. L'Afrique pourrait enfin négocier d'égal à égal, échanger ses ressources contre de vraies garanties et poser les bases d'une sécurité collective autonome. Mais cette décision historique comporte aussi d'immenses risques. L'isolement diplomatique, les sanctions, voire des tentatives de sabotage ou de déstabilisation occidentale sont des menaces bien réelles. La prolifération nucléaire pourrait devenir incontrôlable, entraînant l'Afrique dans une ère d'incertitude, de méfiance mondiale et de crise. La souveraineté pourrait coûter extrêmement cher si la solidarité africaine se fissure ou si la course à l'armement s'emballe. Pour ne pas répéter les erreurs du passé, la société civile africaine doit s'emparer du débat. Les universitaires pourraient organiser des conférences publiques sur les dangers de la prolifération. Les médias indépendants pourraient lancer des enquêtes sur les coûts réels d'un programme nucléaire, impact sur la santé, l'environnement, les finances publiques. Les ONG pourraient alerter sur les risques de détournement de matières fissiles par des groupes terroristes. À titre d'exemple, l'Inde a accompagné son programme nucléaire d'un vaste débat public et d'investissements massifs dans l'éducation scientifique. Le Nigeria, s'il choisissait la voie du nucléaire, devrait impliquer la diaspora, les ingénieurs, les chercheurs africains du monde entier pour éviter la dépendance technologique. La diplomatie préventive doit aussi jouer son rôle. Les pays africains pourraient proposer la création d'une zone de sécurité nucléaire africaine, négociée avec les acteurs régionaux pour limiter la militarisation tout en garantissant la souveraineté. Des mécanismes de transparence, d'échange d'informations et de contrôle mutuel pourraient éviter la méfiance et prévenir les crises. En parallèle, des scénarios de coopération scientifique pacifique pourraient voir le jour.
Les centres nucléaires africains pourraient se consacrer à la production d'isotopes médicaux, à la recherche énergétique, à la lutte contre le cancer, comme le font déjà plusieurs pays émergents. Enfin, la jeunesse africaine, qui représente la majorité de la population, doit être formée à la citoyenneté stratégique. Des programmes éducatifs pourraient expliquer l'histoire de la dissuasion, les dangers des armes de destruction massive, les enjeux de la souveraineté. En choisissant cette voie, l'Afrique joue son destin, entre une libération définitive du joug occidental et le danger d'un nouvel âge de tensions extrêmes. Ce n'est plus une simple question théorique. Chaque Africain est désormais concerné, car l'équilibre du continent, sa sécurité et son avenir sont en jeu. Alors, que retenir de ce bouleversement? Et surtout, quelle responsabilité pour chaque Africain qui se soucie de l'avenir de notre continent? L'heure est venue de réfléchir aux choix individuels et collectifs. Face à ce tournant, comment chaque citoyen africain peut-il agir pour peser sur le destin du continent? La révolution nucléaire que l'Afrique amorce n'est plus une question de possibilités, mais de modalités et de coûts. L'enjeu n'est pas seulement burkinabé. Pour la première fois depuis plus de 5 siècles, l'ensemble du continent ose défier l'ordre militaire établi par l'Occident. La déclaration du capitaine Traoré n'est ni hasard ni provocation, mais la réaction mesurée à des siècles d'humiliation, de pression et de violence. Face à la menace d'une intervention étrangère, certains voient dans la dissuasion nucléaire la seule garantie réelle contre l'agression. L'enjeu est immense. Retrouver sa souveraineté, protéger ses frontières, ses ressources et reprendre la main sur son destin. L'Afrique ne veut plus subir, mais exiger le respect. Pourtant, ce chemin est dangereux. Il mène vers l'isolement international, des sanctions sévères, peut-être même une escalade militaire. Il exige un regard lucide, le rejet des fausses promesses et la conscience aiguë du prix à payer pour la souveraineté. Affronter le reste du monde, mais aussi ses propres contradictions. Ignorer ce tournant, c'est accepter de rester spectateur, de laisser d'autres écrire l'histoire du continent. S'y engager, c'est refuser l'impuissance, décider de façonner le destin africain avec détermination, organisation et solidarité véritable entre peuples. Il ne s'agit pas d'un miracle ni d'une victoire immédiate. C'est un appel à la lucidité, à la réflexion sur nos choix collectifs. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que l'Afrique ne soit plus jamais soumise? Le monde observe, suspendu. Rester à la marge ou entrer dans l'histoire par nos propres forces? Le choix nous appartient. La souveraineté ne se décrète pas, elle se conquiert, pas à pas, par l'intelligence, l'unité et le courage. C'est à chaque Africain, aujourd'hui, de répondre à cette question. Quelle histoire voulons-nous écrire? Celle d'un continent fracturé ou celle d'une Afrique debout, respectée et maître de son destin? Le temps de choisir, c'est maintenant.